Donc mettre en place une société comme ça, franchement c'est du boulot. Tu dois monter des cuisines, mais ça veut dire faire des plans, ça veut dire les faire valider par un cabinet de contrôle, ça veut dire faire une carte, voir les prix, calculer les marges. Et encore aujourd'hui, la maison de la poutine, il y a plein de choses qui ne sont pas comme je voudrais. Mais à 3, on n'était déjà pas assez. Donc oui, l'entrepreneuriat, c'est important d'avoir du monde, surtout qu'au début, tu bosses énormément, enfin tu bosses toujours énormément, contrairement à ce que certains racontent en disant que c'est la plus belle chose au monde, que l'entrepreneuriat, c'est non, c'est dur, c'est stressant, tu es seul parfois, donc c'est bien d'avoir des associés, c'est important. Et quand tu as un sujet qui commence à monter, tous les autres arrivent dessus, pour aussi faire leur article dessus. C'est extrêmement pratique quand vous voulez faire connaître quelque chose. Si vous arrivez à un moment à monter, à faire parler de vous sur une durée courte, vous allez avoir tout le monde qui va se mettre à parler de vous. Nous, on a profité de ça. Et si bien qu'on avait tous les pure players qui venaient faire des vidéos à la maison de la poutine, qui nous faisaient en fait une publicité complètement folle, mais le genre d'opération publicitaire avec vidéo, gros plan sur la bouffe, diffusion sur tous les réseaux sociaux, des millions de vues sur Combini et tout. Truc qui en termes de publicité, s'il fallait le payer, ça coûterait 35 000 balles quoi. Vous allez parler de son parcours. Salut. Je vais vous parler de mon parcours. Pas que du parcours. Nous, avec Axel, on est des incubés de la Frégate. Du coup, on a incubé la Frégate début octobre. On est donc 4 projets à avoir incubé la Frégate. Nous, notre concept en particulier, c'est en fait, on souhaite, pour se présenter, on souhaite du coup servir des spécialités régionales françaises sous forme de petites portions à partager au milieu de la table. Un peu une sorte de tapas à la française, si vous voulez. Et voilà, comme à la maison, en fait, les gens pourront venir aussi bien pour bien boire que pour bien manger. Et comme dans un resto, il y aura un petit côté un peu convivial, un peu festif. Voilà. Sur de la mini choucroute. Il y aura la mini choucroute. Il y aura de la mini choucroute. Ouais, il y aura une mini choucroute, du bœuf bourguignon. Mini bœuf bourguignon. Ouais, mini andouillette. Ouais, exactement. Enfin, c'est le but. Mais le but d'aujourd'hui, c'est de parler de toi. Donc, pour te présenter rapidement, donc, on a été voir ton LinkedIn. D'accord. Et on se rend compte que tu enfermes des gens dans des salles contre de l'argent. Tu fais des millions de vues sur les chaînes YouTube de tes potes. Et puis, tu peux nourrir matin et soir, si les gens aiment les frites et le fromage, bien sûr. Et puis tu écris des histoires, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, alors en fait je déteste LinkedIn, donc c'est pour ça que j'ai écrit une présentation un peu nulle dessus. Mais c'est quand même relativement ça. En fait, aujourd'hui j'ai deux principales activités. Une activité entrepreneuriale dans laquelle j'ai deux sociétés, dont une dont je m'occupe à plein temps qui est la Maison de la Poutine. Une autre que j'ai créée il y a 3 ans qui est un escape game, voilà, qui était vraiment le gros truc il y a quelques années et qui aujourd'hui continue à bien fonctionner. J'avais écrit donc des salles d'escape game à ce moment-là. Et aujourd'hui, c'est une société qui tourne encore, mais dont je ne m'occupe plus au quotidien. Voilà, parce que la Maison de la Poutine m'a pris tout mon temps, et je pourrais vous en parler un peu, enfin presque tout mon temps. Et à côté, j'ai une autre activité d'auteur-scénariste qui, depuis 1 an et demi aussi, prend pas mal de place. J'écris pour un YouTuber qui fait donc des millions de vues, c'est Ludovic. Et on écrit ensemble depuis 4 ans. On avait écrit un spectacle à l'Olympia il y a 4 ans et cette année on a signé avec un média, un network qui nous finance des vidéos et qui fait qu'on sort 2 vidéos par mois. Donc ça aussi ça me prend un petit peu de temps, d'autant que derrière il y a d'autres opportunités d'écriture qui découlent de ça depuis voilà, qu'on est chez Webedia. Okay. Donc voilà pour l'explication de ma bio LinkedIn. Mais voilà, c'est terrible LinkedIn parce que comme ça en une phrase tu dois te vendre à plein d'autres gens qui savent vachement mieux se vendre en une phrase, où tout le monde a sa boîte et tout, et c'est un monde un peu impitoyable. Donc, est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus en arrière encore? Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta formation? Ouais, alors j'ai fait des études d'informatique en fait. Voilà. Rien à voir? Non, rien à voir. En fait, j'étais pas j'aimais pas tellement les études, donc j'ai fait collège, lycée comme tout le monde, et c'était assez pénible. Et il n'y a qu'un seul truc dans lequel j'étais à peu près bon, c'était l'informatique. Donc ça me permettait de faire des études et de satisfaire mes parents qui avaient besoin de voir que j'aurais un diplôme et tout, sans trop faire d'efforts. Comment t'es venu alors l'idée d'entreprendre du coup? À la fin de mes études, je me suis associé avec mon meilleur ami et on a enfin fait quelque chose qui nous plaisait, quoi. Donc l'escape game en l'occurrence. Okay. C'était ma première boîte en entrepreneuriat. Avant ça, j'ai travaillé pour une des écoles du groupe dans lequel j'ai fait mes études. Enfin bon, c'est pas passionnant. Mais voilà, j'ai été salarié quand même pendant 3 ans. J'ai vécu le harcèlement au travail, enfin toutes ces choses-là qui donnent envie de le quitter. Et voilà. Ça
marche. Et donc en 2017, tu es donc dans la restauration avec la Maison de la Poutine. Ouais. Pourquoi la poutine? D'où vient cette inspiration? Et puis surtout, pourquoi après un escape game? Enfin, raconte-toi un peu comment ça s'est passé. Bah en fait, on a vécu quand même il y a 5 ou 6 ans, aujourd'hui peut-être 7-8, vous avez dû vous en rendre compte, une espèce de mutation dans ce qu'on dit la food, en France en tout cas, où tout à coup, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais genre il y a 15 ans, il y a eu une espèce de passage à vide des restaurants, mais notamment à Paris ou en France, où on mangeait plus bien nulle part, tout était très cher. Il y a eu de plus en plus de restos très surgelés, où en fait à côté c'est dû à des boîtes comme Métro et qui sont mis à distribuer des plats. Franchement, c'est même pas forcément des plats bas de gamme, mais c'est des plats qui sont surgelés, qui sont très standardisés. Et il y a de plus en plus de restaurants qui s'étaient mis à faire ça. Les traiteurs chinois qui étaient très populaires, qui proposaient pas non plus en général des plats de très grande qualité. Et tout ça porté par le fait que les restaurants vendaient plus de vin en fait. En fait, à l'époque de nos parents, je dis ça pour les gens qui ont entre 20 et 35 ans, à l'époque de nos parents, le restaurant, il margeait sur le vin. Parce que nos parents étaient tous genre alcooliques, quoi. C'était une bouteille par personne à table. Ça, c'était un truc qu'aujourd'hui, on ne peut plus l'imaginer, parce que tu bois une bouteille, on te contrôle, tu vas en prison, problématique pour le reste de ta vie, voilà, tes enfants pleurent, enfin voilà. Donc aujourd'hui, on ne boit plus au restaurant. Et donc, les restaurants ont arrêté de faire des marges sur l'alcool, ils ont dû aller chercher la marge ailleurs, ils ont fait de la marge du coup en faisant de la mauvaise bouffe, les gens n'étaient pas prêts à payer plus, enfin ça a été un moment vraiment assez merdique, quoi. Et évidemment, les choses ont évolué et on s'est mis à raconter la food. On a commencé à voir apparaître des marques qui étaient plus que juste un resto, qui était plus que juste on te délivre de la nourriture et puis tu t'en vas, mais il y a du storytelling, on va travailler la déco, on va travailler tout ça. Donc ça existait déjà avant. Il y avait des restaurants magnifiques, il y avait des concepts, mais il y en avait moins. C'était moins une norme. C'est petit à petit devenu quelque chose de très répandu, ou en tout cas de plus répandu, donc auquel les gens étaient sensibilisés, et sur lequel du coup on pouvait se mettre à bosser et à aller chercher donc de la marge ailleurs, en tout cas à travailler le produit. Moi ça m'avait passionné, j'avais adoré regarder par exemple le développement de Big Fernand, qui eux sont arrivés vraiment là-dessus en assumant à 100% le truc et en se disant voilà, on va créer un univers, chez nous il y aura une expérience d'achat, on va inventer des mots, alors moi j'adore inventer des mots, donc je trouve qu'on capte les gens en inventant des mots, quoi. Donc eux ils ont fait ça, le hamburger, les fernandines et tout, c'est rigolo. En même temps, c'est même un peu ridicule à certains égards, mais du coup on en parle, donc c'est doublement bien. Voilà. Et moi je regardais ça, puis j'ai vu plein de concepts se développer comme ça, et parallèlement j'adorais la poutine, il y avait un restaurant qu'on faisait à Paris, donc j'allais en manger là-bas, puis à chaque fois que j'y allais, année après année, il y avait de plus en plus de monde, il fallait donc attendre de plus en plus longtemps. L'idée avait germé un an et demi, 2 ans avant, puis j'avais déjà des choses à faire et à un moment en fait l'opportunité s'est présentée. Mon grand frère qui est chef cuisinier a vendu un de ses restaurants, avait un peu d'argent à ce moment-là. On s'est dit allez on tente le truc et on a pris un petit local rue Mandar et on a lancé la Maison de la Poutine. Donc moi j'ai travaillé sur l'image de marque, sur notre approche stratégique, la manière dont on allait vendre ce produit-là. Et lui, il a travaillé sur des recettes et sur l'organisation côté cuisine, qui est un truc extrêmement important dans un restaurant quand même quand on fait du restaurant nouvelle génération, quoi, où il n'y a plus uniquement ça. Mais c'est toujours très important d'être solide côté cuisine. Donc on a lancé la Maison de la Poutine et on a eu un succès fulgurant, c'est-à-dire qu'en fait c'est le genre de truc où tu comprends pas ce qui se passe, mais un matin tu ouvres et ensuite tu as la queue devant ton restaurant tout le temps, tous les soirs tu fermes avec les cuisines complètement vides, tu peux plus servir les gens, t'arrêtes la file en disant on n'a plus à manger. Et pour cause en fait, on cuisinait au premier et puis on envoyait les poutines en bas et donc c'était super. Et donc on s'est dit à ce moment-là, soit on reste comme ça, on a ce restaurant qui est cool, soit on essaye d'en faire autre chose, d'en faire potentiellement une chaîne. Sachant que le produit est quand même assez sympa pour de la restauration rapide. C'est un produit qui est facile à faire, qui est facile à assembler, qui est facile à appréhender pour les gens. Ça a fait partie de mes réflexions au début, mais vous avez tous déjà mangé de la poutine ici? Non? Qui n'en a jamais mangé?
Donc c'est un peu moins de la moitié. Vous savez ce que c'est? Non? C'est des frites sur lesquelles on met du fromage en grains, donc une sorte de cheddar qui tient un peu sous la dent, et par-dessus on va mettre une sauce à la viande. Vous imaginez? Vous imaginez le goût que ça peut avoir? Ça vous parle un peu? Ça, c'est en général, vous voyez à peu près de quoi on parle. Vous ne connaissez pas le plat, mais c'est 3 produits que vous connaissez. Donc, ce n'est pas comme si je vous dis c'est un burrito sushi dans lequel on va mettre du je ne sais pas quoi avec des mots compliqués. Non, là, on a une grammaire simple. Donc ça, moi, j'aimais bien. J'aime bien pouvoir expliquer les choses parce qu'en fait, c'est important pour les gens de comprendre. Surtout quand il s'agit de déjeuner, parce que si tu ne sais pas ce que tu vas manger et que ça va peut-être pas être bon, et qu'ensuite tu vas rentrer au bureau le ventre vide, c'est pas cool. Donc ça me semblait être ce qu'il fallait en termes d'innovation, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas quand même, c'est quelque chose d'étonnant, de très bon, et en même temps facile à expliquer. Donc voilà. Et justement donc on revient à la jeunesse du projet, tu t'associes avec ton frère qui a plutôt le côté technique, avec la cuisine, et tu t'associes aussi avec mon meilleur ami, avec qui j'avais l'autre société. Qui est plutôt un entrepreneur assez talentueux, puisqu'il a fondé notamment Adopte un mec. En quoi ces 2 casquettes, ces 2 associés étaient importants pour la création? Alors, culinairement, tu as commencé à en parler, mais est-ce que tu serais lancé sans l'aspect technique de ton frère, et de l'autre côté avec quelqu'un qui a les reins aussi assez solides? Non. Non, en fait, c'est impossible. C'est-à-dire que quand tu montes quelque chose, il faut se dire que tu es seul. C'est-à-dire que par rapport à quand tu rejoins une boîte, tu rejoins une entreprise qui a été fondée, qui est organisée, toi tu as un rôle, tu vas pouvoir monter dans cette société, mais il y aura toujours quelqu'un au-dessus qui décidera de la manière dont les choses vont se passer, dont les choses vont s'organiser, qui va aller chercher de l'argent. Là, en fait, tu t'arrives et il n'y a rien devant toi. Tu dois tout mettre en place. Donc mettre en place une société comme ça, franchement c'est du boulot. Tu dois monter des cuisines, mais ça veut dire faire des plans, ça veut dire les faire valider par un cabinet de contrôle, ça veut dire faire une carte, voir les prix, calculer les marges. Enfin, il y a énormément de choses avant d'avoir quelque chose qui marche bien. Et encore aujourd'hui, la maison de la poutine, il y a plein de choses qui ne sont pas comme je voudrais. Mais à 3, on n'était déjà pas assez. Donc oui, l'entrepreneuriat, c'est important d'avoir du monde, surtout qu'au début tu bosses énormément, enfin tu bosses toujours énormément. Il faut être capable de bosser le week-end, de bosser tout ça, et ça c'est quelque chose qui est dur. Contrairement à ce que certains racontent en disant que c'est la plus belle chose au monde, que l'entrepreneuriat c'est non, c'est dur, c'est stressant, tu es seul parfois, donc c'est bien d'avoir des associés, c'est important. Alors moi je suis de ceux qui aiment s'associer avec des gens avec qui je m'entends bien, et là-dessus il y a 2 écoles. Il n'y a pas que ça. On peut aussi se dire on s'associe avec juste des gens avec qui on a une entente professionnelle qui est bonne, et ça dégage, et ça rend les choses moins compliquées quand les choses deviennent compliquées. Maintenant, moi je suis associé avec mon meilleur ami et mon grand frère. Jusqu'ici ça se passe très bien. Si un jour ça se passe pas bien, ça va être plus dur que si c'était deux inconnus, mais en tout cas aujourd'hui on peut faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire dans d'autres cas. Voilà. Ok, et comment du coup, on l'a vu un peu tout à l'heure, la moitié des gens savent ce que c'est qu'une poutine, comment est-ce que tu fais pour communiquer sur la poutine en France, qui est un produit encore un petit peu méconnu quand même sur le marché français? Alors déjà on s'est installé à Paris. Ouais. Pas au Québec. Non, mais je veux dire on s'est installé à Paris et pas dans une petite ville où voilà. Paris c'est une fourmilière en fait. Déjà les Parisiens ils sont hyper chauds pour découvrir des nouveaux trucs. Tu mets quelque chose de nouveau à Paris, les gens viennent, ils s'y intéressent. Encore faut-il qu'ils le sachent, mais bon, si tu sais un peu communiquer, voilà. Et l'appareil médiatique s'emballe assez vite quand il y a de l'enthousiasme sur quelque chose. Donc là, c'est une autre astuce de notre monde d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle les pure players sur Internet, donc les magazines qui balancent de l'article toute la journée, donc Combini, Melty, Slate, et puis tous leurs ils ont des sous-sites, enfin tout ça, ils doivent générer de l'audience à tout prix pour vendre de l'espace publicitaire. Aussi parce que derrière, ça leur permet d'avoir des subventions. Enfin, c'est très intéressant, mais en tout cas, on est sur des sites qui veulent à tout prix faire de l'audience, de l'audience, de l'audience. Donc, quand quelque chose fonctionne, ils ont des outils. Donc, il existe des outils de mesure d'audience sur des sujets. Et quand tu as un sujet qui commence à monter, tous les autres arrivent dessus pour aussi faire leur article dessus. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle on se retrouve régulièrement avec des informations complètement bidons dont tout le monde va parler. Parce qu'en fait, il est tellement important aujourd'hui de balancer très très vite les infos.
qu'ils ne surveillent plus rien. Vous avez vu l'histoire de la petite fille qui était en fait un adulte, cette histoire, là, une petite fille qui était en fait une psychopathe de 41 ans, blablabla, abandonnée par sa famille aux États-Unis, tous les magazines ont balancé ça, c'est faux. Ça a été débunké 3 jours après, en fait non, les parents avaient menti. On ne parle même pas du pont de Ligonnès, quoi. Mais donc ça en tout cas, c'est tragique pour l'information, c'est extrêmement pratique quand vous voulez faire connaître quelque chose. Si vous arrivez à un moment à monter, à faire parler de vous sur une durée courte, vous allez avoir tout le monde qui va se mettre à parler de vous. Voilà, donc nous on a profité de ça. Et si bien qu'on avait tous les pure players qui venaient faire des vidéos à la maison de la Poutine, qui nous faisaient en fait une publicité complètement folle, mais le genre d'opération publicitaire avec vidéo, gros plan sur la bouffe, diffusion sur tous les réseaux sociaux, des millions de vues sur Combini et tout. Truc qui en termes de publicité, s'il fallait le payer, ça coûterait 35 000 balles, quoi. Donc on a eu ça pour lancer la marque. C'était une belle opportunité. Et donc ensuite, on a décidé de partir en chaîne. J'ai répondu à ta question, je suis parti, je ne sais plus où. T'as bien répondu. Donc 2 ans après, voilà. Beau développement, 4 poutines. Donc 2 ans après, 4 poutineries, 3 poutineries à Paris. Donc aujourd'hui à Paris, on a un réseau, donc c'est bien. On a un laboratoire central qui fabrique nos recettes, donc avec des produits frais, qui livre les restaurants en frais. Donc il n'y a rien de surgelé, on a réussi à tenir ça. Donc c'est passé par du travail côté recettes pour allonger nos dates limites, enfin tout ce qui peut se faire quand on commence à faire un peu de la restauration de haut niveau. C'est-à-dire que c'est plus la cuisine qui fait, mais c'est un laboratoire. Et en faisant ça, on a réussi à améliorer la qualité de nos produits. Parce que la plupart des gens se disent « Ah ben non, en fait, plus tu vas t'éloigner, moins ça va être bon ». En fait, c'est pas vrai. On a du meilleur matériel, on a pu investir dans des meilleurs produits, enfin voilà. Donc ça permet quand même de faire du mieux tout en étant plus efficace et surtout en contrôlant mieux toute la chaîne. Parce qu'à un moment, quand tu as 5 restaurants, il ne faut pas rendre les gens malades. Parce que c'est une image que tu dois conserver. Bon, et puis en plus, il ne faut pas que les gens soient malades tout court, quoi. C'est pas uniquement pour mon bien-être que les gens ne doivent pas être malades. Mais... donc ça doit beaucoup changer quand même entre 1 et 4 restaurants. Ouais. Ça a été quoi les plus gros challenges? Ça a été quoi quand on commence à se développer? Comment on construit une équipe? Alors là on a compris sur la partie cuisine, il y avait plutôt un labo. Mais sur le reste, c'était quoi l'ambition? C'était d'aller tout de suite très vite ou c'était plutôt des opportunités qui se présentaient Franchement, c'est compliqué parce que moi j'estime qu'on n'a pas... Enfin, je me suis un peu laissé dépasser. C'est-à-dire qu'à un moment, on s'est dit on va ouvrir. Donc on a pris des locaux. On a commencé à lancer les travaux. Les travaux, c'est toujours une horreur, c'est-à-dire que les mecs des travaux, en général, ils ne sont pas super sérieux, les choses ne se passent pas comme prévu, c'est plus long, on a des problèmes, on a des voisins qui... Ah oui, on a des lieux physiques. Donc qui dit lieu physique, dit voisin, dit copropriété, dit les éboueurs qui font chier parce que dans ce quartier-là, des trucs qu'on n'imagine pas. Enfin vraiment, on se retrouve en face de situations parfois un peu tarées. Et donc, tac, comment tu peux la question? Ok, c'est bon. Et pendant 1 an, on a fait couvrir des restaurants, gérer des problèmes, trouver des solutions, nous adapter à des nouvelles normes et nous adapter au fait qu'on allait avoir ce système de livraison tous les jours dans les restaurants où les produits frais arrivent, tac, comment ils vont être réceptionnés sur les restaurants, comment on s'assure que ça reste bon, que ça reste chaud, que ça reste... Voilà, donc tout ça, ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et surtout on a dû tout faire en parallèle. Donc moi je m'appuie à fond sur des outils, heureusement. Donc on a un outil aujourd'hui qui gère toute la qualité des produits, le relevé des températures, les choses comme ça sur des tablettes. Il faut expliquer aux équipes comment ça marche, qui ne sont pas forcément des technophiles. Il faut expliquer aux gens donc, sur les restos, aux gens aujourd'hui dans la partie donc le siège qui est la société, donc on a une responsable RH qu'on a embauchée pour qu'elle puisse embaucher des gens. On lui explique quel genre de gens on veut, mais ça a été dur. Ça a été dur, on a perdu pied à certains moments, mais là, depuis le début de l'année, c'est bon, tout est ouvert, tout est en place, tout tourne. On a encore des choses à ajuster, mais une année de développement comme celle qu'on s'est bouffée là, sachant qu'on a tout développé en interne, tous les restaurants sont à la société, on n'a pas de franchise, je ne le referai pas. Voilà, là c'est bon, mais c'est dur. C'est dur. Et donc là, cette année, on part en franchise. Okay. Voilà, justement pour
et on se fait accompagner dans le développement de la franchise par un cabinet spécialisé. Le truc que j'ai appris cette année, c'est de me faire accompagner sur des trucs là où j'étais absolument convaincu d'être capable de tout faire moi-même parce que j'étais plus malin que tout le monde. Autant ça, je suis très clairement plus malin que tout le monde, par contre j'ai pas assez de temps, donc voilà, je plaisante. Hein. Mais est-ce que tu penses que… Mais voilà, on n'a pas assez de temps pour tout faire, donc beaucoup d'accompagnement, bien choisir qui nous accompagne et ensuite faire un peu confiance. Et après, de toute façon, pour se développer en franchise, il va forcément en avoir un, deux ou trois quand même. J'imagine que c'était compliqué. Bah, un seul de partir en franchise. Il y en a qui le font. Hein. Au Tacos, ils ont fait ça. Au Tacos, ils ont un resto et le reste, c'est que de la franchise. Après, c'est pas le bon plan. Le cabinet qui nous accompagne en franchise nous dit que c'est important que la société ait au moins 1/5 du parc de restaurants. Ne serait-ce que pour garder quand même aussi une crédibilité par rapport aux franchisés. Voilà. Genre, on est aussi capable de faire tourner les restos. Et puis pour nous, voir aussi les problématiques en réel. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est quoi ton rôle finalement dans la maison de la poutine? Alors, c'est une bonne question. En fait, il change tous les jours. Je suis directeur de la Maison de la Poutine. Donc aujourd'hui, mon rôle principal, c'est d'imaginer demain. C'est de me dire comment est-ce que le restaurant va être dans les prochains mois. Donc déjà, répondre aux problématiques qu'on a. On a des problématiques tout le temps. Par exemple, cet été, il s'est passé un truc. C'est qu'il a fait très 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 chaud. Et il y a eu une prise de conscience écologique à grande échelle. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez eu, vous, mais il y a eu un virage dans la tête des gens. On est tous beaucoup plus concernés aujourd'hui qu'il y a un an par l'écologie. Moi, je suis sensible à ces signaux faibles et à ces choses-là. Et on avait prévu de passer on n'avait encore que des fourchettes, des couteaux, des verres jetables sur les restos. Pour des raisons d'organisation, c'était plus pratique, voilà. En plus, c'est pas forcément moins écologique que des trucs à laver, mais bon, ça, dans la perception, ça l'est. Donc voilà, j'ai mis en place la transition là-dessus. Mais mettre des couverts en métal dans 5 restaurants, quand avant il y avait des couverts jetables, c'est déjà une logistique, c'est pas rien. Ça se met en place, c'est un peu long. Il faut choisir les bons couverts, calculer combien ça va nous coûter, voir si ça ne va pas flinguer notre poubelle qui est un broyeur et qui, si on met du métal dedans, elle se casse. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, moi, aujourd'hui, j'accompagne l'innovation dans la société et enfin, je cherche ce qu'on va changer et j'accompagne ça. Ensuite, je vérifie que c'était une bonne décision et éventuellement, je fais évoluer les choses. Aujourd'hui, on a aussi des restaurants beaucoup plus grands. C'est-à-dire que la petite maison de la Poutine rue Mandar, qui est un corner, quand on voit du lourd, elle est à son rendement maximum. On a des restaurants plus grands sur lesquels je peux encore aller chercher du rendement. Donc là, j'ai décidé qu'on allait aller doucement vers une transition, vers quelque chose qui ressemble un peu plus à un diner. Quand aujourd'hui, on n'avait que de la poutine, on va amener des nouveaux produits. Il y aura toujours la poutine en plat principal, la poutine en star, mais on va sûrement ramener par exemple du grillé de cheese qui sera fait avec le fromage à poutine. Donc on va aller utiliser nos produits, les produits qu'on fait notre identité. Donc le fromage à poutine de la Maison de la Poutine, on l'a fait faire en France selon une recette qui est québécoise, accompagnée par mon frère qui a travaillé sur le dosage de sel, sur la texture et tout. Donc ce fromage, on va l'utiliser dans d'autres plats et on va essayer de proposer une expérience encore plus large pour la Maison de la Poutine. Et donc aller toucher par exemple des enfants ou jusqu'ici, le plat est quand même très riche, on n'a pas vraiment une offre adaptée aux enfants. Alors parfois, quand il y a 2 enfants, ils en prennent une pour 2, mais les enfants, ils n'aiment pas partager. Donc, aller chercher peut-être des nouveaux formats pour proposer le produit, notamment en été. Enfin, voilà. Moi, j'ai des problématiques, genre je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas assez, et je travaille aujourd'hui à faire évoluer ça. Je bosse aussi sur les RH en direction. Donc, on a une équipe qui est de plus en plus grande quand même, une directrice des opérations qui a 2 chefs de projet et qui, elle, travaille sur un peu tout, notre pub, enfin tout ce qu'on doit mettre en place. Comme on a une agence interne pour la communication, on ne bosse pas avec une agence externe, et on a une directrice de création qui s'occupe de tout le contenu visuel. Donc les shootings photos de nos poutines, les restaurants, la PLV, l'affichage, absolument tout ce qui constitue notre identité visuelle.
On a une social media manager qui est là, qui est venue aujourd'hui, Aline, qui est chargée des réseaux sociaux. C'est très très important, on communique énormément sur les réseaux sociaux. Donc voilà, aujourd'hui elle s'occupe de parler au nom de la marque sur Internet et c'est la seule voix de la marque en dehors des restaurants, donc c'est essentiel. Et elle s'occupe aussi de répondre aux commentaires des clients. Donc ça, c'est toute une histoire, les commentaires des clients. C'est un truc à gérer. Et donc on a réfléchi ensemble à une manière de le faire, un ton qu'on allait employer. Et parfois on rattrape des vraies erreurs, des vrais trucs qui pourraient nuire à la marque. On le rattrape en étant hyper disponible pour les clients. Donc voilà, je travaille donc aussi avec elle sur cette approche-là, sur la manière dont on va communiquer, la manière dont les événements vont être communiqués. J'ai aussi un œil sur les RH, j'ai un œil un peu sur tout, quoi. Voilà. Et donc on a vu que tu avais entrepris dans différentes choses, mais qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie depuis que tu es restaurateur? En quoi tu trouves que la restauration est différente ou alors similaire aux autres activités que sur lesquelles tu as entrepris? En fait, ce qui a changé ma vie avec la Maison de la Poutine, c'est que c'est une boîte qui tourne fort. Je ne pense pas que ce soit la restauration, en fait. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui a aussi eu sa boîte qui a décollé à un moment. Il a aussi vécu ça. C'est juste que tu passes d'un statut d'employé ou de gérant d'une société qui fait son petit chemin à tout à coup quelque chose qui explose et où tu te dis là, en fait c'est stressant parce que nous on s'est dit bon bah là on a amené la poutine en France en gros. Il y avait déjà d'autres restaurants qu'on faisait un peu de manière confidentielle mais on a fait parler de ce plat. Ça c'est nous. Je le sais parce qu'après notre ouverture sur Google Trends, le mot poutine plat a vachement pris donc je me suis dit tout de suite on va se faire copier. On va se faire voler l'idée par le groupe Flow, par un groupe fort, par n'importe qui. Tu te dis, il y a des gens qui ont des millions, ils peuvent récupérer des restaurants. Imagine demain les Buffalo Grill. Ok, tu couperas hein, ce moment où je bafouille. Je ne veux aucune preuve sur Internet que je bafouille. Le Buffalo Grill devient un truc de Poutine. Bon, bah, on n'existe plus. Donc moi, genre ça m'empêchait de dormir. En fait, c'est même pas arrivé, mais juste, t'as peur. Et en même temps, bah voilà, c'est des sociétés qui, tu t'en rends compte, commencent à valoir de l'argent, mais du coup, coûtent aussi de l'argent. Et c'est ça qui stresse. Après, la restauration ou autre chose, j'ai pas assez entrepris pour te dire... Epsilon, mon escape game, c'est toujours développé comme on l'imaginait. Voilà, on marchait bien, mais ça a aussi des limites. C'est-à-dire quand on a rempli les journées de... Bon, voilà. Là, on se dit, on va ouvrir 3 restaurants l'année prochaine, dont un à Toulouse. C'est autre chose en termes de stress. Et voilà. Donc c'est ça qui a changé, c'est que tout à coup, l'enjeu est plus grand. Et je pense que c'est l'enjeu le plus important. Moi, là où en termes de témoignage, j'ai mes limites, c'est que j'ai jamais dû gérer le côté nourriture. Ce qui peut sembler absurde, parce que vous vous dites peut-être que la restauration, c'est que ça. Et pour le coup, la Maison de la Poutine, non. Mais j'ai jamais eu à m'occuper des fournisseurs, des mecs qui livrent pas à l'heure et compagnie. Ça, c'est mon grand frère qui le fait. Et ça, je sais que pour lui, il y a eu un traumatisme important entre lui, il gérait des restaurants familiaux, donc il avait son resto avec sa compagne et ils avaient des employés, mais ça restait quand même assez contenu. Et là, tout à coup, il se retrouve à devoir gérer 4 ou 5 restos. C'est un autre métier. Mais en même temps, c'est une extension du sien. Et voilà comment il travaille encore à évoluer là-dessus. Et voilà. Et toi, du coup, c'est l'échelle, je pense, qui change en vrai. Tu as plusieurs projets, tu as aussi Epsilon, tu as aussi du technique court-métrage. Alors aujourd'hui, je ne m'occupe plus de l'opérationnel d'Epsilon, hein, c'est géré, il y a une directrice qui s'occupe, voilà, ça j'ai plus le temps. La Maison de la Poutine, c'est mon principal projet. Okay, de toute façon, c'est le plus ambitieux. Et après, c'est plus des loisirs qui me permettent, enfin dans lesquels j'évolue aussi. Mais c'est pas au niveau de la Maison de la Poutine en termes d'enjeux. Enfin, la Maison de la Poutine, c'est aujourd'hui des dizaines d'employés quand même. Dont j'ai aussi la responsabilité du salaire à la fin du mois. Donc voilà, mais après oui, je pense que dans les prochaines années, j'écrirai sûrement un film. Enfin, j'ai des projets comme ça en écriture scénario qui sont là, mais
c'est plus cool. Et par contre, ça, ce qui est chouette, c'est que ça m'assure quand même, ma société m'assure une stabilité financière qui me permet à côté de développer des projets sympas sans avoir à me dire est-ce que je vais pouvoir vivre de ces projets-là. Surtout quand c'est des projets un peu artistiques, en général, c'est très compliqué d'en vivre. Voilà. Et quand tu vois l'avenir, du coup, la Maison de la Poutine, tu vas rester en France, tu développes là à Toulouse? Ouais, donc Toulouse, c'est ouvert. L'avenir, on a deux choses. Déjà, je veux vraiment faire évoluer le concept. Je veux que dans un an, ça ne ressemble pas à ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Il y a vraiment des bouleversements en ce moment. Excuse-moi, mais tu penses que les changements qu'il faut mettre en place, c'est toi qui le souhaites? Tu sens que la demande est un peu en train de changer? Enfin, ça va très vite dans les concepts. Bah, en fait, si tu veux, comment dire, moi, je ne suis pas capricieux. Je n'ai pas de souhait. J'analyse mon environnement et je vais là où ça me semble être bien, en fonction des besoins et des idées. Donc, par exemple, le virement écologique, c'est un besoin. Aujourd'hui, il faut faire des efforts écologiques. Aujourd'hui, la vaisselle jetable, c'est le truc qui va déclencher la fin du monde dans la tête des gens. C'est peut-être même pas complètement faux, mais c'est pas non plus. Il y aurait d'autres choses à voir, sauf que tu t'associes à une démarche qui est terrible. Donc, on ne peut plus avoir de vaisselle jetable. Il y a 1 an et demi, ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, c'est une honte. Et ça, à la limite, j'y peux rien. Je n'ai même pas à me demander si c'est juste ou pas. Est-ce que c'est les grandes entreprises qui devraient arrêter de polluer, nanana? Ouais, sûrement. Est-ce que c'est à moi de faire cet effort? Est-ce que ça sert à quelque chose de trier ses déchets chez soi? Je sais pas, peut-être pas. Ou peut-être que c'est un premier pas qui va nous amener à faire d'autres choses. Ou, en tout cas, aujourd'hui, les gens, ils ne supportent plus que tu leur files une fourchette jetable sur place. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut évoluer et vite. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de restos où même à emporter, tu peux amener ton contenant. Ça, il y a 2 ans, je te dis ramène ton Tupperware au resto, tu me dis va te faire foutre, tu vois. Non mais c'est un truc, de quoi tu me parles? Là aujourd'hui, dans le japonais où je vais, tu peux amener, ils te disent vous pouvez amener des contenants propres et on vous met vos sushis dedans. Aujourd'hui, c'est marginal. On revient dans 1 an. Ça a changé, ça je vous le dis, j'en suis sûr. Je passais devant le Paris-New York, le truc de burger de boulevard Saint-Martin. Ils prennent plus le cash. Ils prennent plus le cash, les mecs. Il y a un resto à Paris qui est connu, ils prennent plus le cash. Mais ouais, mais en fait, les gens, ils payent plus en cash. Regardez, depuis que vous avez le sans contact, vous payez en cash encore? Les gens payent plus en cash. La carte ticket resto, le machin, on n'a plus d'argent. Donc en fait, on vit un changement permanent, sauf que si on ne regarde pas, on reste sur nos repères. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut intégrer. Moi, je regarde tout et je me dis, je suis ringard. Voilà, là aujourd'hui, je prends du cash dans mon restaurant, je ne prends pas les Tupperware propres, je suis ringard. Il y a des mecs qui sont plus en avance que moi parce que je suis certain que l'avenir, il est là-dedans. Alors, ça ne veut pas dire que je vais le faire tout de suite, mais ça veut dire que je vais m'y préparer. Je vais préparer les équipes. Je vais préparer mon cerveau à amener des solutions adéquates par rapport à ça. Et d'autant qu'en plus, c'est souvent des opportunités. Parce qu'au final, quand tu arrêtes d'avoir des couverts jetables, tu fais des économies. Les couverts jetables, si tu proposes une alternative, tu peux les rendre payants. Et aujourd'hui, plus personne n'est choqué si tu leur dis le set de couverts jetables, c'est 30 centimes. Après, au bureau, tu peux aussi avoir ta fourchette et ton couteau, tu vois. Mais franchement, je vous fais payer 30 centimes un set de couverts jetables à emporter. Vous estimez que c'est injuste? Je sais pas. Ouais. Ça vous énerve? Vous avez des couverts au bureau? Si vous mangez au bureau, vous avez des couverts que vous lavez? Non? Non, voilà. C'est une idée. Je connais de plus en plus de gens qui ont des couverts au bureau, qui prennent à emporter, qui mangent au bureau avec leurs couverts ou qui ont leurs couverts dans leur sac. Ça encore, il y a 2 ans, personne n'avait sa fourchette, quoi. Même les gens avec leurs gourdes, il y a quelques années, je sais pas pourquoi tu as ta gourde, enfin, tu es cycliste, quoi. Et maintenant, tout le monde a une gourde, c'est devenu bienvenu d'avoir sa gourde, voilà. Donc, l'important, c'est je pense, c'est vraiment d'évoluer avec son temps. Après, sur l'offre aussi, les gens ont besoin d'innovation, ont besoin d'avoir toujours des trucs à voir, des choses à découvrir. Et ça, il faut y penser aussi. Donc, chez nous, ça passe plutôt par des nouvelles recettes, par des recettes thématiques. On va s'associer à des événements, on va s'associer à des trucs qu'on aime bien. Par exemple, pour Halloween, on a fait une poutine inspirée des films d'horreur. Parce qu'en fait, on est plein à adorer les films d'horreur dans la boîte. Bon, voilà, du coup, on y met aussi un peu de nous. Et donc, c'est la poutine John Carpenter.
Parce qu'on aime bien et en même temps c'est une végétarienne. Donc enfin voilà, L'international. L'international, bah ouais. Vous y pensez, ouais. Ouais, on y pense. Bah déjà, on va aller dans les grandes villes françaises. L'objectif quand même, c'est d'avoir une maison de la poutine dans toutes les grandes villes. Après, on va sûrement déborder rapidement vers des villes genre Bruxelles, qui est de l'international, un peu triche, parce qu'en fait, c'est moins loin que Toulouse. Hein. Mais c'est un autre droit, c'est un autre, voilà. Et ensuite, alors après ça se développe en général quand même plutôt avec de la franchise, parce que derrière, il faut quand même des gens qui ont les reins solides pour aller ouvrir aux États-Unis. Bon. Mais oui, l'idée, c'est d'internationaliser. On a aujourd'hui un fonctionnement qui marche, on a une marque qui est reconnue, il faut la valoriser. On a beaucoup investi aussi dans cette marque. Maintenant, il faut récupérer un peu de cet investissement. Voilà, donc ça, c'est la prochaine étape, quoi. Nous, on a posé toutes nos questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez-y. Comment t'expliques aujourd'hui l'engouement qu'il y a autour des métiers de la food, alors qu'avant c'était un peu réservé à soit des métiers parce que c'était dans la famille, où il y a des grands passionnés de cuisine qui ont fait des études, etc. Et qu'aujourd'hui il y a une génération d'entrepreneurs qui se lancent là-dedans et qui a globalement rien à voir avec la cuisine au départ. Bah, je crois qu'en fait, justement, le milieu a évolué. C'est un peu ce que je disais au début, il est passé de quelque chose d'assez traditionnel, qui était en fait basé sur la vente de vin. Vraiment, hein, enfin, le modèle économique, je pense, compte beaucoup. C'est-à-dire que tu avais une autre approche de la nourriture, tu avais moins besoin de t'intéresser à la nourriture, il suffisait que ce soit bon, que ce soit copieux, et derrière, tu avais quelque chose sur l'alcool. Aujourd'hui, la food est passée au centre des choses, et puis on a quand même fait des progrès en storytelling, en marketing, on a Internet pour communiquer, on a Instagram qui a aussi vraiment changé l'approche que les gens ont de leur sortie. Aujourd'hui, tu as des gens qui vont dans des lieux qui sont beaux, parce qu'ils ont envie de valoriser leur expérience. Alors là encore, on peut penser ce qu'on veut, on peut se dire que c'est une bande de cons dégénérés, en attendant, c'est nous quoi. Donc c'est important d'y penser. Et je crois que le milieu a évolué juste parce que la food, c'est super. Les gens, ils mangent 2 fois par jour. Donc, il y a beaucoup de place. On adore manger. C'est trop bien de manger. Et en fait, quand tu es français en plus, tu as quand même cette culture-là. Et tu te retrouves autour d'un repas. Donc, c'est encore plus l'occasion de valoriser, encore plus l'occasion de raconter une histoire, encore plus l'occasion de faire vivre des choses à des gens. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça cartonne et qu'au final, l'entrepreneuriat aujourd'hui, bah, y a ça dedans. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en fait, ça aurait été bizarre que ça évolue pas, je dirais. Le fait d'avoir un labo à la base, je crois que c'était le premier restaurant où vous l'avez ouvert. En fait, est-ce que vous avez pensé la maison de la poutine en faisant une chaîne? Ou alors, c'était à la base un resto, ensuite il y a eu le labo À la base, c'était un resto qui était autosuffisant. Voilà, il pouvait se gérer tout seul. Mais on avait quand même eu l'idée quand même que si ça marcherait, on en ferait une chaîne. Mais on n'avait pas… En fait, un labo, ça coûte très très cher. Aujourd'hui, on a un laboratoire à Montreuil. Rien qu'en travaux, il y a eu 4 ou 5 mois de travaux. Les mises aux normes. Ensuite, il faut obtenir les agréments. Enfin, c'est un truc, c'est un investissement significatif. Ça coûte plus cher qu'un restaurant. Donc, on ne pouvait pas imaginer dès le départ avoir ce labo. Donc, au départ, c'était un resto qui fonctionnait tout seul, mais on imaginait déjà la possibilité de passer en labo quand on pourrait. Et on a ensuite fait la transition petit à petit. Quand on a eu 2 restaurants, chaque restaurant faisait un seul truc. Vous voyez, par exemple, la recette de la bûcheronne, pour ceux à qui ça parle, c'est notre recette de lardon qui mijote pendant des heures. Bon, il y a un resto qui faisait de la bûcheronne pour les 2 restos. Et l'autre, vous voyez, et tac, tac, comme ça, on commençait à avoir une approche labo, tout en étant quand même en resto, quoi. Voilà. Mais économiquement, tu ne peux pas dès le départ. Ou alors, dès le départ, il aurait fallu en ouvrir 6, quoi. Mais là, c'était quand même des millions à voilà. C'est quoi la répartition actuelle entre les ventes en propre, soit emportées ou sur place, et via les plateformes de livraison Alors, ça dépend des lieux. Donc, nous, on est chez Uber Eats, donc en exclusivité, pour plusieurs raisons. Ça dépend des moments, ça dépend des jours.
mais ça représente à peu près 20% des ventes. Un petit peu plus, parfois. Ça oscille, mais c'est à peu près 20% des ventes. Je crois que chez d'autres restaurants, c'est plus. On est plutôt, nous, on a pas mal de gens qui viennent sur place, notamment parce qu'on a bossé les lieux particulièrement, mais voilà. Et du coup, juste là-dessus, c'est qu'il y a de plus en plus de restos qui en fait n'ont même plus de restos, en fait, ils ont juste un labo qui vendent sur ces plateformes de livraison. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé ou pas du tout, vu que ça représente que 20% et qu'il y a l'expérience, tout ça, est-ce que c'est pas le but? Alors on a 2 cuisines qui ne font que du Uber. Dans le sud de Paris, on en a une, et dans l'ouest, en banlieue ouest, on en a une aussi. Ce sont des cuisines qui font de la maison de la poutine, mais que sur Uber. Les restaurants qui n'existent que comme ça ont du cran. Non, je parlais qui en ont un, ouais. Et qui en ouvrent d'autres, en fait. Ah oui, voilà, bah ça, donc c'est plutôt sympa, ça marche bien, parce qu'en plus, au niveau de l'investissement, monter une petite cuisine, c'est beaucoup moins lourd qu'un restaurant avec la déco et au niveau du staff, voilà. Mais par contre, moi, j'ai toujours l'angoisse que ces plateformes s'effondrent, en fait. On est sur quelque chose qui est un peu obscur. La gueule. On est sur un système qui est un peu obscur. C'est dire, moi je suis pas actionnaire d'Uber. Si demain Uber ils me disent bah maintenant c'est 40% la commission, j'ai juste le droit de leur dire oui ou merde quoi. En gros, mais c'est pas mon propre système, donc je garde. En fait, je me dis il faut que je puisse survivre si demain ce truc s'écroule. Voilà, parce que c'est quand même des boîtes qui sont étonnantes dans leur business model et dans tout ça. Vous savez, Uber, ils n'ont jamais fait de bénéfices. Ils ont donc bon, c'est bien, les gens aiment bien, mais je crois qu'il faut être capable de vivre sans. Mais aujourd'hui, on en profite quand même sur certains restaurants, pas tous. Par exemple, à Mouffetard, on ne fait pas de Uber, notamment parce que les voisins ne veulent pas qu'il y ait des scooters et que la mairie s'assure que les restaurants ne fassent pas de Uber. Bon, voilà. Là encore, on pourrait imposer ça, mais il n'y a pas vraiment de loi. Donc on se méfie un peu. Mais c'est quand même un bon plan, quand tu as une structure qui est un peu connue. Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour toi dans les métiers de la bouffe en général, sachant qu'on parle souvent de l'investissement en termes de temps, parce qu'il faut bosser le soir pendant que tout le monde sort, qu'il faut un gros billet pour commencer, je sais pas, il y a quelque chose de plus compliqué que d'autres. Moi, je crois que ce qui est le plus flippant, c'est que c'est quand même dangereux. Tu donnes quand même de la nourriture à des gens. Donc, tu te dis, tu peux empoisonner quelqu'un. Tu as quand même ce pouvoir-là. Donc, je crois que c'est moi le premier truc qui me stresse un petit peu, c'est de me dire, on doit être dans les meilleures conditions sanitaires. Alors, je crois qu'il y a d'autres restaurants que ça stresse moins. Mais nous, on a toujours fait super gaffe à ça. Donc on est, notamment parce que mon frère est très attaché à ça, donc on est accompagné par un cabinet de contrôle. Donc ça, c'est une première vraie difficulté. Parce que l'enjeu, il est énorme, tu vois. L'enjeu, c'est quasiment la vie des gens c'est la santé des gens. Donc ça, je crois que c'est moi le premier truc qui me fait dire, la food, c'est dur. Après, les conditions de travail, oui, elles sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, il y a des milieux où ça bosse tard, ça bosse dur. Après, moi, je bosse tard aussi. Enfin, je suis pas moi sur les restaurants. Je fais pas de service. J'en ai fait au début, mais j'ai très vite travaillé uniquement sur la marque et ça me prend toute la journée et le soir. Et vous voyez, là, on est là. Enfin, c'est pas évident de recruter dans le milieu parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, il faut être compétitif dans le recrutement et en même temps, c'est des profils pas toujours faciles. Enfin, ça, c'est une difficulté. Et puis après, l'investissement, oui, c'est dur parce que c'est cher, mais en même temps, les banques suivent quand il s'agit de restaurants. Parce qu'en fait, c'est quand même rentable. Tu vois, c'est un truc qu'ils connaissent. Quand tu as un business model de restaurant, la banque, elle est capable de le regarder et de voir s'il est cohérent par rapport aux 300 ans de restaurant qu'elle a financé avant, quoi. C'est pas un truc nouveau. Alors que si tu arrives avec typiquement un escape game, ils te regardent, ils font « Allez, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je sais même pas ce que c'est, tu vois. Le resto, elles connaissent, tu vois. La masse salariale, les matières premières, le loyer, les charges, les bénéfices, c'est simple, tu vois. La restauration, au moins, les banques savent de quoi on parle.
c'est une question qui est plus à l'internationalisation. Quand on exporte son concept. Je suis désolé, j'entends pas trop bien. On exporte son concept ou sa marque, finalement, qu'est-ce qui est le plus important selon vous? C'est de garder l'idée, le concept parce que selon les pays, les matières premières, les salaires, les services n'ont pas le même prix. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est vraiment de garder le concept à ce que ce soit plus cher, moins accessible, que c'est des chances de moins marcher, ou adapter ses coûts, peut-être sacrifier certaines dépenses, lesquelles seraient-elles? Ah, moi, j'ai pas encore internationalisé, donc je sais pas trop. Ouais, bah en fait justement, le problème c'est que j'ai pas encore pris mes claques sur ce sujet-là. Donc là j'ai envie de te dire, bah écoute, moi c'est simple, je ne ferai aucun compromis, mes produits doivent être les mêmes, la marque doit être respectée. Voilà. En fait, il y aura forcément des compromis à faire. Là déjà sur la franchise, on est en train de réfléchir à ce qu'on va continuer à imposer de manière formelle. Une maison de la poutine franchisée, ça doit être tel produit. Est-ce que les gens peuvent ajouter une poutine s'ils ont envie? S'ils inventent une poutine, est-ce qu'ils peuvent le faire? Voilà. Tout ça, bon, en l'occurrence, ce sera non. On va être strict sur les plats et sur les matières premières. C'est nous qui allons vendre à nos franchisés les matières premières. Mais bon, ça a aussi des conséquences. Derrière, plus on impose, plus on est garant de leur rentabilité. À un moment, moins on peut leur dire c'est de ta faute si telle ou telle chose ne fonctionne pas. Donc il y a aussi ce double, enfin voilà, grand pouvoir, grande responsabilité, comme dans Batman. Et voilà, donc aujourd'hui, moi je serais tenté de te dire, je vais essayer d'imposer un maximum de choses parce que c'est des sujets sur lesquels j'ai travaillé et je sais qu'ils fonctionnent. Donc autant éviter de laisser des brèches, mais plus tu t'éloignes aussi, moins tu as de maîtrise. D'ailleurs, ça, c'est une des difficultés. Quand tu passes d'un resto sur lequel tu peux passer tous les jours à tu as 4 restaurants, dont un à 4 heures de route, on ne parle plus de la même chose. Tu peux moins surveiller. Il y a des choses qui t'échappent. Quand tu y vas, il n'y a rien qui va, tu dois tout remettre en place et puis ensuite tout se dégrade petit à petit. Enfin, voilà, donc il faut surveiller, il faut en permanence mettre des process les plus clairs possibles. Les gens réussiront toujours à faire un truc comme il ne faut pas. Alors que toi, tu es persuadé d'avoir été très clair, bah non, tu n'es jamais assez clair et c'est toujours de ta faute. Parce qu'en vrai, c'est toi qui as décidé tout ça, donc tu peux en vouloir aux autres, mais c'est pas constructif. Donc l'international, moi, c'est un peu ce qui me fait le plus flipper. Et je me dis, l'idéal, ce serait qu'on trouve quelqu'un qui nous développe, par exemple, aux États-Unis, qui s'y connaît et qui va s'occuper au max du travail là-bas. Mais on verra. En tout cas, plus tu t'éloignes, plus c'est dur de tenir quelque chose de strict. Par rapport à un impératif que tu as. Voilà. Toi, par exemple, et pas mal de restaurateurs aujourd'hui se concentrent sur des monoproduits, entre guillemets. La poutine au départ, pour toi, le hamburger pour Fernand, on a aussi les choux, enfin plein de macarons, bref, plein de choses. Est-ce qu'aujourd'hui c'est nécessaire pour créer son resto d'avoir un monoproduit pour bâtir sa légitimité, ou est-ce que pour toi c'est pas aujourd'hui la solution? C'est une approche. En fait, c'est une approche comme une autre. Soit le monoproduit, l'intérêt, c'est que tu fais un focus sur quelque chose. Tu peux dire, voilà, on va être la référence là-dessus. C'est déjà dur parce que nous, on est la poutine, on a 7 recettes en permanence. Donc déjà, au final, on a quand même 7 produits. Le monoproduit, ça simplifie un petit peu la communication. Mais là, tu vois, aujourd'hui, j'en sors. Voilà. J'étais très content d'avoir le monoproduit au début parce que c'est la maison de la poutine, on fait de la poutine, ok, on sait de quoi on parle. Je pense qu'il faut savoir en sortir. Voilà. Il faut rester identifié sur un produit, mais en fait, je ne sais pas pourquoi ça plaît autant le monoproduit. Peut-être que c'est simple. Enfin, c'est une bonne question parce que finalement, moi, j'y suis allé assez naturellement parce que ça me semblait être mais c'est vrai que, est-ce que si j'avais dû me dire, bon, mon produit phare c'est la poutine, est-ce que je mets d'autres choses avec dès le début? Est-ce que ça va cannibaliser un peu le message? On va dire c'est la poutine ou du burger, ou est-ce qu'ils sont capables de comprendre Je ne sais pas trop. C'est une bonne question. En tout cas, quand tu as peu de place, par exemple, ça te permet de te concentrer sur quelque chose. Aujourd'hui, j'ai plus de place sur d'autres restos et là, on va amener d'autres produits. Là, le premier truc qu'on va amener, c'est typiquement sur les périodes creuses qui sont l'après-midi et le matin, on va faire du pancake maison.
Voilà, on a une recette de pancakes qu'on a bossé. Là, on a fait les tests et ils sont top. Et vous aurez des pancakes frais à la maison de la Poutine. Vous le commandez, on vous le fait sur la plancha. Tac, pancakes, bacon, sirop d'érable, fruits rouges, chocolat, tout ça. En mode bon petit déjeuner du matin, jus d'orange à côté, café. Voilà. Donc, en fait, le monoproduit, il te... parce que c'est des investissements aussi peut-être un peu minimes. Ouais, mais c'est un carcan aussi d'une certaine manière. Parce que voilà, nous, on fait de la poutine, mais est-ce que tu vas manger de la poutine à 8h du mat? Non. Est-ce que tu vas manger de la poutine à 16h? Peut-être, mais moins. Donc, et j'imagine même pas, genre ceux qui font juste des choux à la crème, quoi. Là, on est quand même... Autant, bon, moi, je te propose un repas. Donc, finalement, si tu viens chez moi tous les 15 jours ou tous les mois, tout le monde fait ça, ça va. Mais tiens, genre un chou à la crème, vous mangez des choux à la crème tous les camps, tu vois. Enfin, t'arrives, en plus, les choux à la crème à 2,50, tu te dis, bon, et pourtant, t'es obligé, je sais pas trop comment fonctionnent ces marques-là. Je pense aussi qu'ils ont hyper industrialisé et que du coup, ils se fabriquent quasiment tout seuls, les choux, quoi. C'est aussi plus facile à vendre, mais... En tout cas, je ne défendrai pas le monoproduit bec et ongle, genre il n'y a que ça de bien. Je suis passé par là et aujourd'hui je suis enthousiaste à l'idée d'aller vers autre chose, mais tout en me disant je garde un peu l'esprit de la poutine tel qu'on l'a développé, c'est-à-dire un produit frais, un produit cool, un produit agréable, un produit chaleureux dans les autres produits qu'on va développer autour. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment vous avez choisi votre premier local, quelles étaient vos contraintes, aussi bien en termes d'espace que de budget, ces choses-là? Ouais, alors le premier local, en général, c'est les opportunités. Déjà, tu cherches un local, il n'y en a pas tant que ça, et tu cherches un local accessible, parce que tu as des locaux à 2,5 millions de droits au bail, enfin des trucs... voilà. Nous, on a eu la chance de trouver un local d'un restaurant qui avait fait faillite, donc on n'a pas eu de droit au bail dessus. Du coup, on a eu un loyer assez important, parce que c'est ça le jeu, hein. Le propriétaire qui n'a pas de droit au bail, il te met un loyer, un haut loyer. Mais il vaut mieux payer cher un loyer que tout à coup devoir sortir 500 000 €. Donc nous, on a eu la chance de trouver un local sans droit au bail qui était assez grand. On avait fixé un minimum viable, c'est-à-dire au-dessous de ça, on ne peut pas avoir une salle, on ne peut pas avoir un truc d'envoi, on ne peut pas avoir une cuisine. Donc là, on était pile dans notre minimum. Et voilà. Et on cherchait dans des quartiers qui bougeaient un peu quand même, quoi, dans des zones de passage. Est-ce que vous avez été très sélectif sur le... Aujourd'hui, on parle d'endroits de destination ou vraiment d'emplacement phare. Alors un quartier, parfois c'est pas suffisant. Il y a des super arrondissements, mais dans lequel il y a une petite rue qui marche pas fort. Vous, par exemple, vous êtes rue Mandar, vous êtes à côté de Montorgueil, Petit Carreau et rue Montmartre. Donc c'est les deux gros flux. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que... Bah si. Mais en même temps, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut aussi, on n'avait pas de quoi se prendre un local rue Montorgueil. Et finalement, la rue Mandar, je pense qu'on l'a dynamisée. Et aujourd'hui, c'est une rue qui quasiment que avec des restaurants comme le nôtre. Et je pense qu'on a participé à ça. Et en même temps, rue Mandar, ils ont lancé un Mamie Burger. Il a tenu 2 mois. Donc, parfois, tu ne sais pas ce qui fait qu'un endroit va marcher ou pas. Enfin, c'est d'ailleurs assez flippant, mais je crois qu'il y a des cabinets qui font des analyses là-dessus, mais ça coûte genre 250 000 balles. Et là, ils te disent, bah, faites votre resto là. Tu mets un local? Non. Hein. Après, tu as aussi des gens qui vont voir le mec qui a le local ici, qui lui font, bon, bah, Coco, c'est combien, tu vois? Tout s'achète, mais bon, si le mec, il a un bar qui cartonne, et ben, enfin, vous voyez, on doit forcément aller un peu sur de l'opportunité, parce que sinon c'est n'importe quoi. Enfin, tu t'en sors pas. Ça coûte beaucoup trop cher. Donc tu prends un agent immobilier qui va t'envoyer des offres et tu visites. Nous, on a visité plein de trucs et on a vu celui-là, on s'est dit là, on le sent bien. On est allé le soir traîner dans le quartier, on a regardé comment les gens se baladaient, on a vu qu'il y avait quand même des gens qui passaient, qu'on était tout proche de la rue Montmartre, donc qu'on pouvait nous voir de l'autre rue. Voilà. J'ai répondu? Top. Ouais, vas-y. J'aimerais revenir sur les financements. Donc déjà, dans un premier temps, comment vous avez financé le premier local? Et dans un second temps, comment vous avez financé le premier local, on l'a financé avec les fonds de mon associé, donc de Florent, qui a investi dans cette société-là. Et ensuite, on a été accompagné par la Banque Palatine.
voilà, qui nous a fait des prêts sur lesquels on s'est engagé nous aussi, mais les résultats du premier nous ont permis d'avancer sur des prêts pour les suivants. Les banques sont plus à même à prêter notamment pour les travaux ou pour des fonds de commerce, parce qu'un fonds de commerce, c'est quelque chose qui a une valeur. Si tu fais faillite, il y a toujours un fonds de commerce. Donc, il y a quand même... voilà. Donc, sur les travaux, sur le matériel de cuisine, tout ça, tu fais des prêts sur lesquels tout le matos est en caution du prêt. Enfin, il y a des choses comme ça sur lesquelles voilà, tu peux t'appuyer. Mais on avait un investisseur au départ. Vous avez apporté à combien de pourcents à peu près en fonds propres par rapport à ce que la banque vous a prêté? Il y a peut-être un taux? Ouais, mais je ne communique pas là-dessus. Okay. Dans le cadre de notre développement, là, c'est des données confidentielles. Voilà. Et vous avez songé à passer par des investisseurs privés, des fonds, comme a fait par exemple Cogent? Ouais, bien sûr. Bah là, en fait, aujourd'hui, soit on passe par des investisseurs. En fait, là, la question qu'on avait avec le développement, là, on est allé au max de ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on nous donnait. Donc là, soit on attend 5 ans et on pourra réemprunter si tout se passe bien, soit on... Voilà. Et donc là, on s'est dit, on arrête d'investir nous et on franchise. Sinon, il aurait fallu qu'on fasse rentrer des investisseurs. Après, faire rentrer des investisseurs, c'est un choix lourd de conséquences. Voilà, parce que tout à coup, tu n'es plus le chef de ta boîte. Hein. Tu as des gens qui demandent des résultats, qui ont un avis sur ta gestion, qui... Voilà. Et qui ont en plus souvent un avis financier. Enfin, voilà, au max. Comment vous avez fait pour gérer votre com au début? Quand vous avez commencé à monter la maison de piscine, vous avez pris vous-même? Alors, moi, j'ai dirigé la gestion de la com. J'ai pris une responsable RP, donc freelance, et une community manager freelance. Voilà, la RP freelance a fait du bon boulot. Elle nous a fait le communiqué de presse. Elle a commencé à développer à envoyer un max de rédaction, à les appeler, à les inviter. Elle les recevait aussi sur place. Donc, ne négligez pas les RP, ça très clairement. Et en plus, il y a des gens dont c'est le métier et ils connaissent plein de gens et ils s'arrangent avec les journalistes, donc ça, c'est très bien. Pas hésiter à faire de la gratuité au début, à inviter, à recevoir, à discuter. Voilà, ça, on l'a beaucoup fait. Et la community manager freelance, elle s'occupait de nos réseaux sociaux avant qu'on prenne quelqu'un en interne. Voilà, que ça devienne important d'avoir quelqu'un à plein temps. Et donc c'était comme ça. Et puis derrière, moi j'en parlais partout. Je me demande ce qu'ils font. Ah bah oui. Ah, j'aurais peut-être pas dû les insulter tout à l'heure du coup. Ouais. Ouais. Bon. Au pire on dira que c'est toi ou. Une autre question? Ouais. Du coup, tu m'expliques que tu as envie de passer sur un modèle de franchise maintenant pour justement pas avoir à attendre 5 ans que tu puisses réinvestir pour ouvrir d'autres locaux. Mais aussi, tu expliques qu'une de tes craintes, quand même, c'est ce pouvoir d'intoxiquer les gens et en fait de passer en mode franchise qui va perdre encore un peu plus de contrôle. Est-ce que ça ne augmente pas un peu cette crainte de dire peut-être que la chaîne ne sera pas respectée jusqu'au bout? Si, bien sûr. Et comment tu... En fait, déjà, aujourd'hui, on a des normes d'hygiène qui sont tellement carrées que c'est plus une crainte. Mais on a investi pour que ça, là-dessus, on soit super réglo. Derrière, il faudra imposer ça aussi à nos franchisés. Le truc, c'est que déjà, toute la partie qui va se passer chez nous, donc la préparation des recettes, ça, ce sera toujours sous notre contrôle. Donc, tu as déjà ça qui est rassurant, tu vois. Et le problème, c'est qu'en fait, tu vois, typiquement, je ne peux pas me dire « Ah bah vas-y, ça me fait flipper, donc ça dégage, je ne le fais pas ». Là, aujourd'hui, j'ai un laboratoire central qui est capable de gérer la nourriture pour genre 20 restaurants. J'en gère pour 5, je ne suis pas rentable. Tu vois, je dois me développer. Et en fait, je n'ai pas le choix. Je ne suis pas rentable, mais je ne suis pas rentable comme je pourrais l'être. Le labo, il faut qu'il tourne à fond. Donc, il faut que j'ouvre des restos. Donc, en fait, je ne peux pas me dire « Bah, vas-y, ça me saoule, j'ai peur, je ne le fais pas ». Donc, du coup, j'ai pas peur. Du coup, j'y vais. Tu es obligé d'y aller. Mais c'est stressant. Et en même temps, ce stress, moi, j'essaie de le transformer en une force qui va me pousser à ne pas faire des erreurs, quoi. Hein, je dis « me » toujours, mais c'est moi et tous les gens qui sont derrière moi, hein, bien sûr. Parce que c'est eux qui travaillent le plus, évidemment, dans la boîte. Ils sont plus nombreux.
questions? Ouais. Restaurant chinois qui propose des contenants propres et il met le produit dedans. Il propose des réductions ou c'est juste en ramener son contenant et il nous fait. Enfin. Pas de réduction. Ouais. Non, et moi aussi ça me rassure parce qu'en fait tu as raison. Aujourd'hui tu pourrais te dire bah du coup je te fais économiser un emballage, mais. Eh ben non, chez Starbucks, tu as ça. Chez Starbucks, si tu as le cup Starbucks non jetable, je crois que tu as 30 centimes de réduc, un truc comme ça. Ben là, c'est plus ça. En fait, on te propose ça parce qu'aujourd'hui, les gens, c'est important pour eux. Nous, on a, je te donne un exemple. On a à midi, tu as la bouteille, tu as la boisson normale offerte. Tu as l'offre midi, tu as la poutine et tu as ta boisson basique offerte. Donc un coca, une bouteille d'eau. Et aujourd'hui, tu as des gens qui disent non, non, je ne veux pas de boisson, mettez-moi la carafe d'eau. Et on a notre équipe qui nous a fait remonter parfois on a dû repenser à la manière d'aborder parce qu'ils nous ont dit on s'est parfois limite embrouillé avec des clients à leur dire mais vous avez la bouteille d'eau offerte, prenez la bouteille d'eau. Ils disent non, non, mais je ne veux pas gâcher une bouteille d'eau, remplissez ma gourde. Mais là, ils vont pas nous dire par contre je ne prends pas la bouteille d'eau, du coup mets-moi 50 centimes. Bah non. Et ça, les gens, ça les choque plus. Mais ils veulent que tu leur remplisses leur gourde. Et toi, tu gagnes de l'argent à ce jeu-là, en fait. En fait, j'ai rebondi un peu sur ce que vous avez dit là, parce qu'en fait, pourquoi je demandais? Parce qu'en fait, c'est l'entreprise que je suis en train de créer, en fait. En fait, Emporte-ton-plat va proposer aux restaurateurs que les particuliers viennent avec leur contenant via mon application Emporte-ton-plat, et en fait, ils auront droit à des réductions. Justement pour éviter tout ce qui est emballage en plastique et compagnie et permettre aux restaurateurs du coup de diviser par 2 sa note d'emballage. C'est pour ça en fait que je... D'accord. Derrière, il faudra voir ouais, comment toi tu le rentabilises. Mais en tout cas, oui, il y a une économie qui est faite. Après, bon, c'est un truc qui n'est pas encore dans la... C'est pas encore dans les habitudes, hein, ça pour le coup. Il faut l'amener. C'est la démarche que je veux. D'accord. Eh bien, c'est une noble cause. Et puis, je pense que c'est porteur. Tu fais bien d'aller là-dessus. C'est pas une mauvaise. Ouais. Proposer de la consigne, c'est trop galère ou... Bah, ça n'existe pas. Il n'y a pas de système de consigne correct. Par exemple, moi, il y a un resto que j'allais avant à côté du taf. Il donnait ça dans un local en verre, je pouvais la ramener. Ah oui, d'accord, c'est une consigne interne au resto. Oui, voilà, c'est pas la... Parce qu'en fait, la consigne, c'est un truc national normalement. C'est l'État qui doit gérer la récupération des trucs. Ouais. Bah si, c'est intéressant. Il y a un emballage, t'es obligé de prendre la consigne d'ailleurs. Ouais. Alors, en fait, par exemple, du coup, un coca, tu fais comment? Non, c'était je parle pour la bouffe, c'est pas pour le coca. Et donc, pour la bouffe, il te file... C'était écrit en bocal, et du coup, tu prenais ton bocal, tu payais 2 € de plus. Et quand tu ramènes... Sinon, tu pouvais garder le bocal. Bah, pas mal. Non, c'est comme ça, pour le coup, c'était un restaurant physique, et même quand tu mangeais sur place, ils te donnaient quand même un bocal. C'est vrai qu'à Lyon, c'est pareil. Bah, non, c'était des beaux bocaux, en plus, du coup. Ouais, bah nous, pour le coup, on réfléchit là. Déjà, on a encore le bol en craft, même sur place. Donc là, on travaille sur un contenant sympa pour manger sur place. Maintenant, sur la nourriture à emporter, le non jetable, tout de suite, c'est quand même assez cher. Je sais pas trop encore, mais j'y réfléchis. Mais en tout cas, regardez, on en parle tous là. Enfin, c'est un vrai truc qui est en train de se passer. Et ça, je suis sûr qu'il faut bosser dessus très sérieusement. Juste par rapport à la notion écologique, mais aussi un peu healthy qu'il y a derrière, même si on sait que les burgers sont des blocs, etc. Est-ce que tu as remarqué que ça a démarré fort et que depuis, tu as un peu une baisse de demande à la fois sur la poutine? Est-ce que tu as remarqué que les consommations, genre les personnes se faisaient plus plaisir sur le plat et du coup prenaient une boisson plus healthy, comme tu disais, l'eau, etc. Enfin, est-ce que tu remarques vraiment une prise de conscience au-delà de l'écologie sur le healthy, etc. Alors le healthy, ça fait longtemps, hein, déjà. Ça fait plus longtemps. Nous, quand on a lancé la maison de la poutine, c'était déjà là. Moi, le parti pris que je me suis dit, c'est que nous, on n'était pas healthy et que les gens qui mangeaient healthy avaient aussi besoin de temps en temps de manger pas healthy.
Donc par contre, c'est sain. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'être gras et malsain. Et genre, les trucs un peu, les KFC et tout, à mon avis, c'est de plus en plus compliqué pour eux d'aller chercher du client. Par contre, il y a encore un vrai besoin de nourriture un peu lourde, hein, tu vois. Il y a, notamment quand tu manges healthy la plupart du temps, eh ben, tu es content de temps en temps de manger un peu gras. Je pense même que tous ces restaurants healthy nous aident à vendre parce que ça veut dire, bon bah allez, demain j'irai au healthy. Enfin tu vois, tu as une vraie offre de restaurants healthy qui fait que tu peux aussi te dire, l'alternative à un repas un peu riche, elle existe. Et ça va pas être, j'ai soit du riche, soit du moyen riche. Tu peux te dire, voilà, bah demain je mangerai une bonne salade, et voilà. Il y a de plus en plus de, par exemple, Big Fernand, ils ont leur propre limonade qui fait un peu craft, etc. Et ça permet, j'ai l'impression, de déculpabiliser un peu le client, d'avoir ce côté, je me fais plaisir sur la bouffe, mais à côté de ça, je prends ma petite limonade un peu saine. Ouais. En fait, ça c'est un peu mytho, hein, parce qu'en fait, tu as une limonade, donc je sais pas trop. Nous, je te dis, on n'a pas trop essayé de. Soit on fait des vrais trucs healthy avec, genre on va mettre des fruits en dessert, là on est en train de bosser ça sur le labo pour pouvoir justement proposer des fruits coupés du matin en barquette. Et là c'est un vrai truc, c'est vraiment bien, c'est vraiment bon pour toi. Après faire semblant de... En fait tu te fais toujours griller à faire... Nous on a 2 salades, voilà, il y a 2 salades à la maison de la poutine. Pour ceux qui veulent manger léger ou qui accompagnent des poutinos, voilà, ils vont pouvoir avoir une salade. Mais globalement, je cherche pas trop à empiéter sur le truc healthy, c'est pas mon truc, quoi. Enfin, voilà. Mais par contre, il n'y a pas de baisse de consommation de... Non, ça va. Ouais. Non, c'était toi en fait avant. Bon, t'as commencé. Parce qu'il papote, j'entends rien. J'ai pas entendu. C'est du monoproduit. Est-ce que vous arrivez à fidéliser les gens? Est-ce que les gens reviennent régulièrement? Ouais. Ou est-ce que c'est pas du test? Oui, ils reviennent pas tous les jours. Hein. C'est vrai que par contre, t'as pas... Salut. T'as pas le côté, par exemple, je sais pas, je pense à Shine Garden, qui font des plats où tous les jours, tu as plein de plats différents. Tu peux manger tous les jours chez eux. Nous, clairement, c'est pas l'idée. Tu viens pas manger tous les jours à la maison de la poutine. Mais oui, derrière, là où on innove, il y a une poutine chaque mois qui change. C'est la poutine du mois. Donc déjà, à chaque fois que tu viens, si tu viens une fois par mois, tu as toujours une poutine nouvelle à découvrir. Déjà, ça c'est important. Une poutine qui change aussi à chaque saison. Donc la végétarienne de saison, avec des fruits et des légumes de saison. Et donc on fidélise très bien. Oui. Les gens reviennent, voilà. Et ce que je remarque beaucoup, c'est que pour beaucoup, depuis qu'on est arrivé, la poutine, c'est devenu leur nouveau plat comfort food. Donc qui a remplacé leur pizza de la semaine, leur burger de la semaine. Et donc ces gens-là, ils vont en manger tous les jours, mais ils vont en manger régulièrement et toujours nous envoyer un petit mot pour nous dire. Et tu fidélises en ayant un bon produit. Hein. En fait, tu as toute la com qui te permet d'avoir le client la première fois et tu as le produit qui te permet de l'avoir toutes les fois suivantes. Ça, c'est un truc aujourd'hui. Si c'est bon, tu le sais. Si c'est pas bon, tu le sais aussi, quoi. Voilà. À toi. Tu t'es lancé dans cette opportunité parce que tu as trouvé ça, ce serait lucratif, c'est une bonne opportunité sur le marché parce que ça n'existait pas en France ou est-ce que tu as une histoire personnelle derrière? Tu adores la poutine? Bah, les deux. Bah oui. Oui. Non, moi j'avais goûté ça en France. Après, je suis allé au Québec pour la goûter là-bas et la voir vivre au Québec avant d'ouvrir la maison de la poutine, mais dans l'esprit d'ouvrir la maison de la poutine. Oui, je pense qu'il faut les deux. J'aimerais vraiment pas bosser pour un produit que j'aime pas. Enfin, ça, c'est vraiment un truc qui me glacerait. Me lever tous les matins pour un truc qui me fait chier. Surtout, je ne saurais pas comment. Enfin voilà, maintenant, moi, j'aime bien manger, j'aime bien les concepts, j'aime bien la poutine, donc ça me parle. Et en même temps, c'est porteur, forcément. J'ai encore une question. Est-ce que sur le même, Big Mama, par exemple, pour lancer leur restaurant italien, ils ont recruté un staff complètement italien. Est-ce que tu as pensé à recruter que des Québécois, par exemple? Oui. Alors déjà, c'est illégal. Voilà. Bon. Déjà, hein, mais t'as pas le droit de dire je veux que des Italiens. Mais bon, après, je parle pas de Big Mama, enfin, j'en sais rien. Mais oui, j'aimerais bien avoir que des Québécois. Mais
il n'y en a pas assez en France, à Paris, tu vois. Et en plus, c'est vraiment compliqué de recruter. Donc, en fait, c'est compliqué. Ouais, quand on a un CV d'un Québécois ou d'une Québécoise, on se dit « Ah, c'est chouette », mais le truc, c'est qu'en vrai, il faut aussi quelqu'un qui soit accueillant, qui soit professionnel, qui soit disponible. En fait, il y a tellement de critères que… Mais au départ, je crois que je m'étais dit, on recrutera que des Québécois dynamiques, un peu surfeurs et filles mignonnes et tout. En vrai, tu peux pas. Hein. C'est très compliqué. Et en plus, tu peux te faire tomber dessus hein, pour ça. Enfin, c'est comme les boîtes qui recrutent que des filles ou bon. Alors après, il y a des cas spécifiques où bon, genre dans les boîtes de striptease, c'est ok, mais c'est un problème ça. Donc en fait, non, on recrute des gens bien. On fait très attention sur les gens qu'on recrute. On s'assure qu'ils connaissent notre produit, que ça les intéresse, qu'ils sont quand même dedans. Mais par contre, quand il y a des Québécois, ça plaît beaucoup aux clients. Ça, il faut dire que ça fait partie de l'expérience et voilà. Ouais. Si tu pouvais revenir dans le passé, oui. Et que tu irais te voir avant de monter ce restaurant, quel conseil tu te donnerais? Ah là là. Non, honnêtement, je crois que je serais un peu plus intransigeant au début. Je crois que c'est là-dessus, mais en même temps, c'est vraiment… je me suis un peu fait avoir parfois par des gens. Tu vois, quand tu commences l'entrepreneuriat, tu croises des gens un peu malhonnêtes. Mais le problème, c'est que sans ces expériences-là, j'en serais pas là non plus, donc il faut les vivre. C'est un peu compliqué comme question, tu vois. Je me dirais, joue le 8, 32, 41, 61, 19 au loto demain, tu vois. Et t'as plus besoin de rien. Non, mais c'est là-dessus. J'ai eu tendance, je me suis plutôt endurci dans le management. Au début, je faisais très confiance. J'étais un petit peu dans l'euphorie du tout va bien, le premier resto marche bien, tout le monde est cool, on fait confiance, c'est sympa. Et puis tu te prends tes premières claques, tu recrutes un mec et tu te rends compte qu'en fait, c'est un escroc. T'as des gens qui viennent te… Bon, c'est un peu ça la difficulté. Et en même temps, c'est la vie, quoi. Tu peux pas passer par là. C'est comme quand tu as des relations amoureuses quand tu es jeune et que ça se passe pas bien et qu'après tu te dis, bon, bah, je veux plus être avec quelqu'un qui est jaloux, je veux plus être avec quelqu'un qui est violent. Bon, est-ce que tu te serais dit, bah, toi, enfant, ne vis pas ces expériences, je sais pas. Elles te construisent aussi. Donc, voilà, c'est aussi la raison pour laquelle on n'écoute pas nos parents. Voilà. Donc, non. Ouais, je dirais fais gaffe, tu vois. Fais gaffe et crois en tes rêves et sois quelqu'un de bon. Et sors pas avec Noémie, va te briser le cœur. Le CA moyen, par contre. Ah là là, il y a d'autres questions. Ouais, un petit peu. Déjà, ça dépend des… Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est des CA qui tournent autour à plus ou moins sur les restaurants du million d'euros par an. Voilà. Et à partir de combien de temps tu as pu te payer du 18e mois. Voilà. Et j'avais la chance avant ça. J'ai été incubé par Pôle emploi j'avais eu une rupture conventionnelle dans mon ancien boulot et donc j'ai pu travailler gratuitement pour ma société grâce à Pôle emploi. Ce qui m'avait permis quand même, ce qui me permettait de vivre, quoi. J'avais un salaire à l'époque qui faisait que mon Pôle emploi était suffisant pour le loyer. Bon, et puis j'avais aussi quand même un petit peu mes à côté. Enfin voilà, quand je bossais pour Studio Bagel, pour tout ça, j'avais quand même des petits revenus qui n'étaient pas importants quand tu n'as que ça. Enfin tu vois, si tu gagnes 400 balles comme ça par mois, ça te permet pas de vivre. Mais quand ça s'ajoute à un salaire, c'est plutôt cool. Voilà. Et puis bon, dans ces moments-là, comme tu pars pas en vacances, que
voilà, tu t'économises quoi. Ouais. À partir de quand tu pourras te dire que tu as réussi, peut-être que tu penses déjà avoir réussi, mais à partir de quand tu pourras dire que ça y est, j'ai réussi, j'ai accompli ce que je voulais faire? Je sais pas. Je sais pas trop parce qu'en fait, tu as tellement des nouveaux... C'est ce que je vous disais, tu as tellement des nouveautés tout le temps qui arrivent. Là, je suis sûr que si je regarde 2 ans en arrière, si on me dit, imagine dans 2 ans, il y a 5 restos, un labo et tout, je dirais, ah, ça y est, j'aurais réussi. En fait, j'ai aussi plein de trucs qui font qu'aujourd'hui, c'est pas encore comme il faut. Peut-être si un jour, j'ai des restaurants sur plusieurs continents et que je vends le groupe et qu'il y a eu des bénéfices et qu'il y a plein de gens qui vivent grâce au... Ouais, je te dirais, si on arrive à avoir des franchisés qui arrivent à vivre de cette marque-là, ça voudrait dire qu'on a réussi à créer un réseau qui marche. Là, on aura réussi ça. Peut-être que ce sera une réussite et qu'on en aura une autre derrière en tête. Mais c'est vrai que ça, c'est les questions un peu de réussite. On a tendance à mettre vachement ça en avant dans l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il faut s'en détacher. Il faut se détacher de ce côté un petit peu success story, gens inspirants. En fait, non. En fait, on doute, on pleure, on tremble, on ne sait pas ce qui va nous arriver, on stresse, on se dit bon, c'est pas si marrant que ça. En fait, tu as une liberté qui fait que c'est très agréable d'être libre, mais il y a un versant dont on parle peu et qui donne comme ça une image hyper brillante de l'entrepreneuriat qui moi me plaît pas trop. J'aime pas trop cette tendance qu'on a à Jeff Bezos dans son yacht et tout. Et ouais, en vrai, si vous entreprenez, vous allez en chier quoi. Et il y aura aussi des beaux moments, hein, mais on en chie aussi quand même. Ouais. Il n'y a que à moi qu'on a le droit de poser des questions. Je suis la star de cette Non, c'était pour savoir s'il y avait un projet peut-être là, pour un moyen terme. Qui a un projet à quoi à moyen terme? Ça, oui. Ah oui. Il y a les incubés de la frégate. Oui. Oui. Oui, on ne vous a pas présenté. Oui, c'est vrai. French Quiche. La maison quiche. T'étais pas là. Sinon, on fait du monoproduit, on fait de la quiche et on sera à côté, enfin dans une rue juste à côté de. Ah ouais? On est rue de Paul Bélan. Cool. Voilà. Super, maison quiche. Maison quiche. Maison quiche. On viendra, vous ouvrez quand? On espère faire ça. On a une bonne nouvelle là justement ce soir et on espère faire ça dans le premier trimestre 2020. Ok. Ah bah cool. On viendra voir. Et toi, tu as levé la main? Oui. Moi, je ouvre en février, au bar Malesherbes, entre Saint-Augustin et la Madeleine. Ça s'appelle YEAT, Y-E-A-T. C'est un nouveau concept inédit de restauration rapide, saine et intelligente. On lui donne la possibilité d'être sûr de ne pas développer de carence et d'être au top de sa forme. C'est un système de commande qui sera 100% digitalisé avec un algorithme de recommandation. Là, tu as l'air en forme. Tu es une bonne ambassadrice de ton produit. Il y aura une appli sur laquelle... Il n'y aura pas d'appli d'abord, ça sera uniquement sur borne en restaurant et sur Internet. Mais après, dans un second temps, on fait c'est Black Mirror un peu quand même. C'est un robot qui te... Non, bah super, YEAT. Non, après, c'est un jour, on va dire, où un peu genre, mais connecté. Top. Est-ce que tu as encore peur de la concurrence aujourd'hui, que quelqu'un arrive et, comme tu dis, le gris qui... J'ai peur de tout. Franchement, je te dis, hein, oui. Bien sûr. En fait, tu es obligé d'avoir peur de tout, et oui. Bah, forcément. Genre, aujourd'hui, je suis pas le king de la poutine sur la terre entière. Non, mais regarde, enfin, moi, il y a un truc, je me suis jamais remis, c'est la chute de MSN. Franchement. Vous étiez sur MSN? Mais il n'y avait rien d'autre au monde. C'était extraordinaire. C'était les boss. Et là, il y a Zuckerberg qui est arrivé. Tu le regardes, tu as l'impression qu'il ne sait même pas ce qu'il fait. Il a bouffé MSN. Mais ça te montre qu'en fait, tu n'es jamais tranquille. Et je suis sûr qu'on assistera à la chute de Facebook, qui a déjà commencé. Donc,
Moi, t'as peur de tout. Caramel. Comment on a fait? Quoi? On ne chatte plus sur Caramel? What? Non mais tu vois, tout est super fragile. Même quand t'es gros, même quand t'es fort. En fait, si tu n'innoves pas, si tu te renouvelles pas, si tu vas pas chercher des choses, si tu vas pas chercher les jeunes. Alors ça aussi, mais l'erreur, c'est genre mépriser la jeunesse. Genre, vas-y, méprise la jeunesse, t'es mort né, t'existes plus. C'est eux qui demain consomment, c'est eux qui seront suivis. Fous-toi de la gueule des mecs qui sont sur Snapchat, sur TikTok, vas-y. Et demain, t'as plus de taf. Enfin, tu peux te dire que c'est les pires cons, faut quand même les aimer. Parce que c'est eux qui décident. Non mais c'est super important. Donc j'ai super peur d'être un gars, j'ai super peur de la concurrence, j'ai super peur de me tromper et c'est ma force. Et j'ai une réaction par contre plutôt positive à la peur. Voilà. Ouais, vas-y. J'ai une question, j'aimerais savoir comment tu vois la restauration de demain, toi ça ressemble à quoi? C'est dur, hein. En plus, c'est une info qui vaut tellement d'argent. Bah alors, là, comme ça, je te dirais, moi, les gros signaux que j'ai captés, c'est le changement des modes de paiement. Je pense que dans 2 ans, tu as plus de chances de pouvoir payer en Bitcoin qu'en liquide. Alors, peut-être pas, hein, les crypto-monnaies, on ne sait pas encore vraiment, mais en tout cas, là, le liquide disparaît et en plus il disparaît de manière naturelle. On n'est pas en train de t'interdire de payer en liquide, on te propose juste des trucs à côté tellement pratiques, genre Uber versus les taxis. Ah oui, il y a toujours des taxis, hein. Si tu as envie de te faire insulter dans une bagnole qui pue la clope et de ne pas pouvoir payer comme tu veux, par contre tu as Uber à côté, tu cliques, le mec arrive, c'est payé. Voilà, tu vois. Donc ça se remplace par de la pire manière, c'est-à-dire juste ça écrase doucement. Et donc, je crois que là-dessus, les changements des moyens de paiement, en plus le cash c'est chiant parce qu'il y a du vol, il y a des braquages, il y a de la perte, il y a des faux billets. Genre là en ce moment dans Paris, il y a des faux billets qui sont des billets de cinéma. Les billets que tu achètes sur Amazon avec marqué Movie Money, bah, il y a des gens qui payent avec ça. Ouais, non, mais... Et tu te retrouves avec de la Movie Money dans les caisses. Honnêtement, c'est pas très ressemblant, mais c'est assez pour quand tu fais pas gaffe, tac tac, tu vois. Bon. Les modes de consommation, je crois que quand on parle de contenant où tu viens avec ton machin et tout, ça je crois qu'on y arrive. Ça aussi, il va falloir y penser très sérieusement. Donc les consignes internes, là, parce qu'il y a eu quand même un vote sur le retour de la consigne en France, la consigne nationale, donc tu peux ramener tes bouteilles au supermarché comme en Belgique et tout. Bon, ça, je crois que tu vas avoir ça. Le jetable va être complètement banni. Après, bon, la restauration finalement, bah, tu arriveras toujours pour manger. Au moins ça, on est sûr que ça va continuer. C'est quand même pas rien, hein, tu vois, finalement. Ça va pas tant changer, donc au moins tu as ça. Donc dans les modes de consommation, dans les modes de commande aussi. Aujourd'hui, on a Uber. Le Click and Collect, c'est pas trop répandu en France, ça marche pas très bien. À New York, ça marche très bien. À New York, tu vas pas dans un restaurant sans avoir avant commandé sur ton appli. Comme ça, t'arrives, tac, Noémie, c'est pour toi, ouais, hop, voilà. Ça, je pense que ça peut aussi, la digitalisation d'un maximum de trucs, si possible, essayer de ne pas mettre trop d'intermédiaires, parce que si Uber, ils te font du Click and Collect, ils prennent 10%, autant quand ils prennent un pourcentage pour amener un mec qui livre, il y a quand même une vraie valeur ajoutée. Là, Uber, ils font quand même maintenant une évolution de leur appli où tu peux commander pour manger sur place. Tu vois le truc, genre, ok, enfin du coup, c'est un peu cher. Oh, t'arrives, j'ai ma table beurre, ok. Voilà, attention à ça. Moi j'adorerais mettre en place mon système de livraison moi-même, tu vois, avec des gens en CDI, avec une assurance maladie, enfin le luxe, quoi. Mais pour le moment, c'est pas possible parce que il y a on a habitué les gens à se faire livrer pour 3,50 € chez eux. En fait, ça ne vaut pas 3,50 € de te faire livrer chez toi par un mec en vélo qui monte ton escalier, qui te dit bonjour monsieur. Non, ça te coûte, je pense, 10 balles. Bon, alors évidemment, on est bien content que ça coûte 3,50 €, mais du coup, ça te bloque un peu aussi la possibilité de... Voilà, donc, je crois qu'on a sur le moyen de délivrer et sur les produits aussi. Et ça, par contre, ça ne s'arrêtera jamais. On aura des nouveaux produits tout le temps. Et c'est super. Parce qu'en fait, ça enrichit. Tu vois, on a eu la grosse mode du sushi.
bon bah on n'est plus dans la mode du sushi, mais le sushi est toujours là. Donc ça fait partie des choses qu'on peut manger. Donc ça c'est super et les gens aiment manger des nouvelles choses et je pense aussi que c'est quelque chose sur lequel les gens se retrouvent. C'est con, mais dans une période où on a quand même une espèce de peut-être une espèce de racisme ambiant, un truc un peu... Je crois que la nourriture permet aussi de réconcilier un peu en amenant des nouveaux produits, en amenant des cultures nouvelles dans quelque chose que les gens connaissent. Donc ça, je crois qu'il faut continuer à le développer. Voilà. Vas-y. Tu dis justement que tu as peur un peu de tout et que pour ne pas rester ringard, tu essayes de rester à l'écoute du marché, mais on sait que être au courant de tous les signaux faibles, c'est un peu compliqué. C'est quoi ta méthode pour les capter? Je sais faire ça. Je ne saurais pas trop te dire. Je suis très connecté depuis toujours. Donc je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Twitter. Je m'intéresse à tout. Je regarde tout. Je regarde les infos. Je regarde les sites de tous bords. Je regarde les jeunes. Je regarde les médias sur lesquels sont les jeunes. Je regarde comment ça marche. J'essaye de comprendre. Et en fait, surtout, c'est une attention de chaque instant. Tu vois, tu passes devant un restaurant, tu regardes comment c'est dedans, tu vois qu'il y a quelque chose de nouveau, tu l'intègres. Je ne saurais pas trop te dire, mais j'ai toujours été un peu comme ça. Je suis un peu tac, 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 je regarde tout, j'écoute, je retiens des choses. Quand je suis étonné par quelque chose, je me laisse aussi le droit d'être étonné et de réfléchir. J'essaye de jamais me dire que quelque chose est de la merde. Genre ça je m'en fous, ça c'est pas bien. Si ça marche, c'est que ça peut avoir de l'intérêt. Si ça marche, c'est qu'il y a des gens qui aiment. S'il y a des gens qui aiment, c'est qu'il y a quelque chose de différent. Tu vois ? Essayer d'avoir cette humilité peut-être. Voilà. Je dirais, c'est ça comme ça que je fonctionne. Bah, avec plaisir. Il y a un petit cocktail derrière. Oui. Voilà. Il y a des quiches ? Non, il y a pas de quiche. Il y a de la ratatouille. Voilà. Merci à tous. Merci. Bah, merci.